Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission « Nous avons lu pour vous ». Bonjour Sybille Dacremont. Bonjour Delphine Delorme. Nous avons lu pour vous 4 livres très différents qui vont nous embarquer pendant la Seconde Guerre mondiale, puis lors de la Révolution française, dans une famille de paysans de nos jours et à l'époque des peintres impressionnistes. Sybille, je vous laisse commencer par vos 2 livres. Merci. Je suis Frank Meyer, chef barman du Ritz depuis 20 ans, ancien combattant à Verdun et juif ashkénaze. Philippe Collin, producteur de podcasts historiques, consacre son premier roman sorti en mai 2024 aux éditions Albin Michel à cet homme, Frank Meyer, dont la maîtrise du cocktail était de renommée mondiale. Il en avait même tiré un best-seller intitulé The Artistry of Mixing Drinks, l'art du cocktail. L'auteur, captivé par la période qui concerne la France occupée, est également fasciné par le Ritz. Le destin et le parcours hors norme de Frank Meyer, qui unissent ces 2 passions, l'interpellent et le poussent à se documenter. Il en résulte un document captivant. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Ritz était un modèle réduit de la France occupée. Le célèbre palace parisien de la place Vendôme a connu pendant l'occupation un destin unique. Une centaine d'officiers supérieurs de la Wehrmacht, ainsi que le gouverneur militaire de Paris, Otto von Stülpnagel, étaient logés sur place. Dans le bar où officiait M. Meyer, se côtoyaient les clients fidèles comme Gabriel Chanel, Arletty ou Sacha Guitry, des officiers allemands, des collabos, Henri Lafont, le chef de la Gestapo, des écrivains, des courtisanes et des espions. Le Ritz est en effet le seul palace parisien qui n'a pas été entièrement réquisitionné par l'armée allemande. Et savez-vous pourquoi ? Philippe Collin explique dans une interview au magazine Historia que la famille Ritz, propriétaire du palace, était suisse, donc neutre, tout comme le baron Pfeiffer, l'actionnaire majoritaire. C'est Georges Mandel, ministre de l'Intérieur du gouvernement Reynaud et habitué de l'hôtel, qui a glissé à l'oreille de la direction de ne pas fermer, sous peine de ne jamais pouvoir récupérer son hôtel. À l'arrivée des Allemands, Goebbels a donc décidé, pour des raisons de propagande, de laisser une partie de l'hôtel accessible aux clients. Il voulait montrer au monde et à l'Europe que la vie mondaine, culturelle et artistique continuait malgré l'occupation. Paris a été occupé par les troupes allemandes du 14 juin 1940 au 25 août 1944. Lorsque le roman débute, Paris vient d'être déclarée ville ouverte. Les Parisiens qui le pouvaient ont pris la route de l'exode. Le gouvernement s'est réfugié à Tours. Il n'y a plus d'administration, plus de police. Les pillards sont donnés à cœur joie. Paris est plongé dans le silence. Frank Meyer regarde partir son dernier client du monde d'avant et s'apprête, accompagné de son fidèle collaborateur George Schauer et son jeune apprenti italien Luciano, à recevoir ses nouveaux clients, les Allemands, l'armée allemande. Ils sont tendus. Comment cela va-t-il se passer ? Personne ne connaît sa judéité et il n'est pas circoncis, mais, comme il le dit lui-même, le voilà coincé dans le nid des Boches et son secret ne doit absolument pas être éventé. Par le biais du journal intime de Frank, journal créé de toutes pièces donc par l'auteur nous éclaire sur son enfance dans le Tyrol, sa jeunesse à New York où il migre vers 14-15 ans, la vie fastueuse qu'il a menée à partir des années 20 et la trajectoire qu'il a menée au Ritz. En bon barman, il reçoit des confidences de ses clients et gagne la sympathie des officiers. Parlant parfaitement l'allemand, il perçoit des conversations, doit manier à la perfection l'art de la diplomatie en plus de celui du cocktail, savoir quoi dire et savoir quoi ne pas dire, essayer de se protéger. Il finit presque malgré lui à être amené à prendre position. Même s'il reste rivé à son poste, il s'engage à sa manière auprès de la résistance. Le livre est extrêmement bien documenté. Il ne s'agit pas d'une biographie, mais bien d'un roman, car l'auteur comble les blancs. Mais si certains personnages sont inventés, ils sont néanmoins inspirés de personnages ayant entouré notre barman, comme Georges et Luciano. Nous croisons tous les personnages qui ont vraiment côtoyé le bar à l'époque, dont la terrible Marie-Louise Ritz, la veuve du fondateur du palace, et Claude Ozello, le directeur, et sa femme blanche. Le livre est très bien écrit, ce sont des chapitres courts, on a envie de tourner les pages. C'est une immersion dans le monde parisien du luxe alors que le reste de la France vit très durement l'occupation et c'est vraiment un coup de cœur. Je change totalement de sujet puisque nous allons passer à la Révolution française. L'auteur Camille Saliou a 33 ans, il est professeur d'histoire. L'épreuve est le second volume de sa trilogie des Chevaliers de Babel, sortie en novembre 2023 aux éditions Pierre Tecky. Je vous fais un petit récapitulatif du premier tome.
Juillet 1789, la Bastille a été prise. Un bourgeois de Rennes, Eudes-Prigent, agonise et réclame à son chevet son vieil ami l'abbé Malot, ainsi que ses 2 fils, Humbert et d'Hermitage, et sa fille Énora. Dans leur jeunesse, par obéissance pour le roi Louis XV, Eudes et Malot sont allés jusqu'à la torture pour récupérer une mystérieuse clé. À l'approche de sa mort, Eudes, pris de remords, envoie ses fils, aidés par Malot, essayer de racheter ses fautes. Sans savoir du tout comment ils pourront faire ni ce qu'ils devront faire, ils acceptent et partent vers Versailles et Paris, dans une France qui vit la fin de la royauté. Donc dans ce second tome, nous retrouvons les frères Prigent. Humbert, recruté par Lafayette, le chef de la garde nationale parisienne, est bientôt affecté aux Tuileries, à la garde personnelle de la reine, et se rapproche beaucoup d'elle, tandis que d'Hermitage, lui, se rapproche du roi Louis XVI, qu'il apprécie beaucoup. Énora, qui a épousé le parvenu Sismour, selon les directives de son père, mais sans aucun amour, et dans l'incompréhension totale, vit à Paris avec lui. D'Hermitage se questionne. Qu'est-ce qui sera le plus fort ? Son amour pour Valentine de Valenfort, sa loyauté envers son frère, ou sa quête obsessionnelle des clés ? Les fameuses clés sont toujours le fil conducteur du roman, même si on est toujours dans le flou en ce qui les concerne. À quoi servent-elles ? Couvrent-elles ? Quel est leur pouvoir ? Elles semblent en tout cas attirer la convoitise de nombreuses personnes, dont les princes et les empereurs, et servent de trame aux différentes aventures de nos héros que nous suivrons à Varennes, lors de la fuite des souverains, à Valmy, en Amérique, à la conciergerie, jusqu'à l'exécution du roi et de la reine. En parallèle, une conjuration se dessine pour mettre sur le trône un mystérieux souverain. Qui est-il ? L'infâme traître Sismour est de tous les coups bas, et il est passé maître dans l'art de retourner sa veste, tandis que le mystérieux Drakkar, l'homme tombeau que l'on avait connu dans le premier tome, suit ses énigmatiques desseins. Autant l'intrigue avait été un peu longue à se mettre en place dans le premier tome, cette fois-ci, pas un instant de répit. On ne s'ennuie pas une seconde alors que le livre compte 2 fois plus de pages. Le 3e tome, intitulé La Renaissance, poursuit les aventures de nos héros au moment de la dernière tentative de Napoléon de reprendre le pouvoir. Les clés de Babel sont toujours au centre d'une quête acharnée pour le pouvoir. Mais ces clés servent-elles vraiment une royauté humaine ? C'est un magnifique roman de cap et d'épée. En prenant quelques libertés avec les réalités historiques, l'auteur fait jouer un rôle clé dans la grande histoire à ses héros. De l'aube de la Révolution aux 100 jours, les 3 tomes des Chevaliers de Babel emportent les lecteurs dans une aventure captivante au rythme enlevé, enchaînant complots, combats à l'épée, intrigues de tours, cavalcades et amour tragique. Une belle écriture, un vocabulaire recherché qui n'est pas sans rappeler les romans d'Alexandre Dumas, une trilogie à mettre entre toutes les mains des jeunes et moins jeunes à partir de 16 ans. Ah, je ne connaissais pas cette trilogie, ça donne très envie de la découvrir. Hein. Donc 2 romans historiques qui sont des gros pavés. Enfin, surtout... Oui, il fait presque 600 pages au second tome. Oui. Mais on ne voit pas passer les pages. Tout à fait. Donc moi, je vais vous parler de deux autres romans. Donc le premier roman dont je voudrais vous parler, c'est le Du même bois de Marion Fayolle, qui a été édité aux éditions Gallimard, publié en janvier 2024. Marion Fayolle est une illustratrice et dessinatrice, auteure de bande dessinée. Du même bois est son premier roman. C'est un court texte d'une 100aine de pages. La ferme familiale n'a pas trouvé de repreneur, son oncle est parti à la retraite. Elle décide de retracer dans ce roman la vie à la ferme de 3 générations. C'est un hommage à sa famille. Elle transmet l'attachement fort qu'elle éprouve pour sa région, la montagne ardéchoise, sa terre, leur terre. Le paysage est très bien décrit et il appartient à la vie de la famille. Le récit est imagé. Les bruits, les odeurs, les bêtes, les hommes, les enfants, les petits tout, en un seul mot. Un texte à lire à haute voix et à savourer. C'est pour ça que je vais vous donner un premier extrait. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits tout, en un seul mot. Et c'est vrai qu'ils sont des petits tout, qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu des arrière-grands-parents, et un peu de ceux qui sont morts il y a si longtemps, des petits tout. Donc on suit le pépé, la mémé, la mère, la gamine, l'orphelin, l'oncle, le frère de pépé, les chiens, les chevaux, les vaches, les poules faisanes. Les personnages n'ont pas de nom, c'est juste des places dans la famille. C'est un roman plein de force, de rudesse et de poésie. Les blessures familiales, les failles de chacun apparaissent en peu de mots à travers la vie quotidienne. Les membres de la famille sont taiseux, mais l'amour se transmet dans les gestes du quotidien. Marion Fayolle, dans un entretien avec un journaliste, précisait que l'amour se disait en remplissant les assiettes. Un roman réussi, cela aurait pu être larmoyant en fait, de décrire la fin d'une exploitation agricole. Mais le style est joyeux, évoque un lieu rempli de souvenirs d'enfance, simple. Certainement un monde rural en voie de disparition. Je ne résiste pas à vous lire un nouvel extrait, parce que c'est vraiment un texte à lire à voix haute. Le visage de la mémé est patiné par le vent et le soleil.
ses hanches rembourrées par le fromage et la bonne viande de la ferme. Le paysage déborde sur elle, elle n'aurait pas pu vivre ailleurs. Elle a la même silhouette que le prunier du jardin. C'est très imagé. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Celui qui croule sous trop de fruits. Donc, c'est le prunier qui croule sur trop de fruits. Elle s'affaisse sous le poids de sa générosité. Ses bras, son dos, ses jambes sont fatigués d'avoir passé toute une vie à donner. Elle a élevé des gamins, les siens et ceux des autres. On reconnaît là, en fait, les talents d'une dessinatrice qui observe et décrit de façon très visuelle les personnages. Tout à fait, on arrive à visualiser la grand-mère, là. Mais c'est vraiment un livre, une centaine de pages, très, très percutante. Et un autre extrait qui résume très bien la vie à la ferme, où toutes les générations vivent ensemble. Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture. On est dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite, et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. C'est un roman qui est émouvant, joyeux, que chacun peut s'approprier, un texte universel, des gens de la terre et qui vivent de la terre. Les jeunes partent à la ville, les fermes ne sont pas reprises. C'est un roman que vraiment je vous conseille de lire. Je vais continuer, on va vous présenter un deuxième roman, donc Les deux sœurs, qui s'intitule donc Les deux sœurs, Yvonne et Christine Rouard, les muses de l'impressionnisme. C'est un livre qui a été écrit par Dominique Bonnat aux éditions Grasset, qui a été publié en 2012, mais qui donc existe aussi en poche. Dominique Bonnat, c'est difficile de la présenter parce qu'elle est quand même très connue pour toutes les biographies qu'elle a rédigées. Elle réalise là une biographie sur une famille immergée dans l'impressionnisme. En fait, elle est partie des deux sœurs qui ont été peintes par Renoir dans ce tableau qui s'appelle donc les deux sœurs au piano. Dominique Bonnat donc, a rencontré ses deux sœurs au moment où elle préparait sa biographie sur Berthe Morisot. Julie Manet, donc la fille de Berthe Morisot et d'Eugène Manet, était une grande amie de Christine et Yvonne, et c'est comme ça qu'elle a découvert ces deux jeunes filles. Donc le point de départ du récit, c'est un tableau qui a été peint en 1897 par Renoir, qui s'appelle Les deux sœurs Leroll au piano. On peut contempler ce tableau au musée de l'Orangerie à Paris. Yvonne et Christine sont les filles du peintre Henri Leroll. Donc j'espère que vous me suivez toujours parce qu'en fait c'est un livre qui nécessite de suivre à la fin du livre les arbres généalogiques et la galerie de portraits qui est décrite parce que c'est un livre qui ne parle pas que de Yvonne et Christine, il évoque tous les personnages qui sont autour d'elles. En fait ces deux jeunes filles sont à la fois très connues par ce tableau et à la fois on ne sait pas grand-chose d'elles. Enfin, voilà. Et Dominique Bonnat a voulu les mettre en lumière. Elles ont épousé les frères Rouard. Donc ce livre va nous faire découvrir à la fois la famille Rouard et la famille Leroll. Henri Leroll, donc le père de Christine et Yvonne, et Henri Rouard, leur beau-père, parce qu'en fait elles ont épousé toutes les deux frères Rouard. Donc leur père et leur beau-père étaient deux collectionneurs et mécènes qui étaient eux-mêmes peintres, mais qui sont très peu connus à notre époque. Et ils ont eu la bonne idée d'acheter le nombreux tableaux des impressionnismes ils ont permis aux impressionnismes de vivre de leur peinture. Et le piano est très important dans cette peinture parce que ça symbolise l'importance de la musique dans ce milieu bourgeois, parce qu'ils étaient aussi très amis des musiciens de l'époque et aussi des écrivains de l'époque. Donc cette biographie est foisonnante de personnages. On croise Debussy, Degas, Mallarmé, Gide, Van Gogh, Renoir, Paul Claudel. Et finalement, ces deux femmes apparaissent par intermittence dans le livre. Elles ne sont pas tout le temps dans tous les chapitres du livre. On suit surtout la vie de leur époux. Malheureusement, elles vont vivre des drames et des moments pas très agréables avec leur mari. Donc l'art n'empêche pas les secrets de famille et les difficultés. Ce livre est intéressant parce qu'il aborde les coulisses de l'impressionnisme à travers la bourgeoisie qui a permis aux peintres de ce mouvement de se développer et de vivre de leur peinture. Voilà. Et en fait, c'est un livre qui complète tout à fait bien la biographie que Dominique Bonnat avait écrite sur Berthe Morisot. Donc, je vous ai parlé de 2 livres, Du même bois de Marion Fayolle, et puis je vous ai parlé aussi donc de 2 sœurs de Dominique Bonnat. Et de mon côté, je vous ai présenté Les Chevaliers de Babel, tome 2, donc l'épreuve de Camille Saliou, aux éditions Pierre Tecky, et Le Barman de Ritz de Philippe Collin, chez Albin Michel. Merci Sybille, bonne lecture à tous. Merci Delphine. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».